Chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Al-Mouridiyyah. Merci également de nous suivre sur la première chaîne IP du Sénégal. Éclairage, qui est le magazine de la rédaction de Al-Mouridiyyah, le rendez-vous dominical de Al-Mouridiyyah, qui revient à 45 minutes sur les faits saillants qui ont marqué l'actualité en ces 7 derniers jours. Aujourd'hui, pour en parler et décrypter cette actualité pour vous, chers téléspectateurs, nous avons l'honneur sur ce plateau de recevoir M. Adama Sow, journaliste et analyste. M. Sow, bonjour. Bonjour, Abdoulaye. Monsieur Sow, maintenant 15 jours, jour pour jour, que la campagne électorale a démarré. En tant qu'analyste de cette scène, quel regard portez-vous sur le déroulement de cette campagne électorale qui doit nous conduire vers des échéances pour la députation? C'est un regard, disons, un peu complexe, pour ne pas dire compliqué, parce que nous assistons pour la première fois au Sénégal à des élections de plusieurs premières fois. Les gens ne se rendent pas compte que ces élections législatives que nous sommes en train de vivre, Abdoulaye, en fait marquent une première en plusieurs choses. Par exemple, c'est la première fois, le Sénégal vote depuis 1846, mais ça fait des siècles en fait que le Sénégal vote. Donc le vote et l'élection au Sénégal, c'est quelque chose de... C'est un rituel, en réalité. Mais, malgré qu'on vote depuis plus de 2 siècles au Sénégal, c'est la première fois qu'on a une situation pareille. On n'a jamais vécu cette situation. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation, selon vous? Maintenant, la situation elle-même d'abord, avant peut-être de l'expliquer. C'est la première fois qu'on a autant de partis, de coalitions et de listes pour une seule élection au Sénégal. C'est l'exception sénégalaise. Voilà, ça c'est historique. C'est la première fois dans l'histoire quand même politique du Sénégal qu'on a 47 listes. Personne n'a vu venir ça. Ça a surpris. Jusqu'à l'État, ça a surpris. Même les acteurs politiques eux-mêmes, ils sont un peu groggy. C'est la première fois aussi qu'on a au Sénégal, comme vous dites, peut-être c'est l'exception sénégalaise, 2 présidents qui s'affrontent sur le ring, dont l'un était le mentor de l'autre, l'un est le précédent de l'actuel. C'est extraordinaire comme situation. Et les gens ne sont pas arrêtés sur ce fait. Abdoulaye Wade versus Macky Sall, c'est inédit. On n'a jamais connu au Sénégal une situation d'élection où un ancien président, à la limite, vient faire face dans le combat politique, en tout cas, dans les échéances, à son successeur. C'est une première fois. L'autre première fois aussi, c'est que vous prenez les acteurs, la cartographie des gens qui sont en campagne en ce moment, sur le terrain. Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoul Mbaye, et j'en oublie, peut-être un dernier, Abdallah, Mohamed Abdallah Dionne, qui est l'actuel Premier ministre. C'est quoi leur dénominateur commun? Ils ont été tous Premier ministre de la République. Exactement. C'est la première fois aussi qu'on a un conglomérat d'anciens et d'actuels Premiers ministres qui sont sur le ring, qui sont sur le terrain, ils se battent. C'est la première fois aussi qu'on a, et ça, Touba le symbolise d'ailleurs, dans une présence aussi massive, aussi prononcée, des religieux, de guides religieux et de leaders religieux, d'obédience de grandes familles, comme la tête de liste de la coalition de Benno à Touba. Ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit, en dehors des Seigne Modou Kara, des autres et tout ça. Mais la situation de cette année, l'arrivée en termes de masse critique, de chefs et de leaders religieux sur la scène
pour justement compétir dans le jeu démocratique pour la députation est une première au Sénégal. On n'a jamais vécu ça. Donc, il y en a d'autres, il y a d'autres aspects qu'on peut décliner. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour répondre un peu à votre question d'une façon plus triviale, c'est que cette campagne est particulière. L'analyser ne peut pas être simple. Si on veut être simpliste, on peut dire d'une façon laconique comment elle se passe et tout ça, mais au-delà des événements, des caravanes, des débats, des meetings, des porte-à-porte et tout ça, il y a quand même une réalité qui nous rattrape et c'est une première réalité qu'il faut, je pense, analyser. Tous ces éléments que vous venez de décrire, M. Sow, doivent être en faveur de notre démocratie ou bien à sa défaveur? Bon, moi je pense que c'est risqué. On est à 50%, 50%. D'avantages et d'inconvénients. Le côté avantageux de la situation, c'est qu'on a une recomposition de la cartographie politique. Au soir du 30 juillet, quoi qu'il arrive, on aura le lendemain, le 31, une nouvelle carte d'acteurs du jeu politique, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est d'autant plus peut-être important pour la vitalité de la démocratie sénégalaise. On a vu l'avènement d'une nouvelle catégorie qui est sortie des flancs des réseaux sociaux, des influenceurs, de la société civile, pas traditionnelle, mais d'une nouvelle société civile. Recomposer elle là. Parce que la société civile des Alioune Tine est dépassée en ce moment. Elle est dépassée sur les flancs par l'avènement d'une nouvelle race de jeunes qui viennent un peu des réseaux sociaux, des phénomènes digitaux, qui sont créés une influence et un petit pouvoir et sont en train de marcher vers les politiques. C'est ce que vous appelez une nouvelle forme de société civile. Exactement. Donc, si vous prenez les Mamadou Sy Tounkara, les Cheikh Tidiane Dièye, il y en a beaucoup. Ousmane Sonko, c'est une situation un peu particulière. Mais si vous voyez la liste de Ousmane Sonko, en dehors de lui, 95% des investis sur la liste de Ousmane Sonko, par exemple, les Nathalie Opalja, les Ahmed Ndour, les Maïmouna Bak-Egen, c'est qui sont-ils? Ce sont les gens qui sont sur Facebook, sur Instagram, WhatsApp, qui sont ce qu'on appelle les influenceurs. C'est eux qui font et défendent l'opinion virtuelle, digitale, etc., qui est très importante, cette opinion-là. Donc, voilà par exemple l'arrivée de nouveaux acteurs que personne n'attendait, mais qui vont, quoi qu'il arrive, c'est pourquoi je dis quoi qu'il arrive, le lendemain du vote, on aura une recomposition qui risque de surprendre. Et les acteurs, les partis politiques classiques n'ont pas vu venir ces phénomènes. Par exemple, si vous prenez les partis comme celui des gens de la périphérie du PDS, comment ils s'appellent, les Diagne Modou Fada, les politiciens classiques. Il y en a comme Modou Diagne Fada, l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné, Farba Senghor, voilà. Il y a beaucoup de périphéries qui viennent du parti de ils risquent d'avoir un réveil brutal du fait de l'avènement de nouvelles catégories de ces nouveaux acteurs. Donc vous pensez que c'est une classe politique qui n'aura pas certainement sa place dans la nouvelle absolument, composition? parce que cette classe politique qui était là depuis longtemps, elle est victime d'une mutation brutale et violente de la société sénégalaise, amenée justement par cette ouverture tout azimut de l'expression citoyenne, de l'éveil citoyen. Les citoyens ont accès au pouvoir parce qu'ils détiennent l'information et ils sont impliqués, ils se sentent impliqués. Voyez l'exemple de tous les phénomènes qui ont défrayé la chronique depuis l'année dernière, qui ont secoué même la quiétude du régime du pouvoir en place. L'affaire de la pénurie d'eau à Dakar. L'affaire de la radio, de la machine, c'est venu d'où? Vous pensez que ces phénomènes, vous n'avez jamais entendu un Idrissa Seck ou une Aïda Mbodj, une Modou Diagne Fada, ou un Ablaye Baldé, ou un Souleymane Ndéné, ou
même les gens du pouvoir, portaient un discours sur ces choses-là. Ce discours est venu s'imposer à eux. Et c'est venu sur les flancs dont je parlais tout à l'heure. De cette catégorie qui est relativement souterraine, qu'on n'avait pas, sur laquelle les acteurs classiques n'avaient pas anticipé, mais qui va marcher sur elle et prendre le pouvoir plus tard. Pour rester sur ce chapitre, venons-en à la personne du Premier ministre Abdoul Mbaye, président du parti ACT Acte. Abdoul Mbaye, par moment, il a été novice de la politique, on peut dire ainsi. Il n'a jamais exercé des fonctions liées à l'exercice même de l'État. À un moment, il a été choisi Premier ministre du président Macky Sall. À un certain moment, ils étaient un peu en disgrâce, il s'est retiré. Quelle sera sa suite s'il n'obtient pas gain de cause sur ce combat politique? Bon, Abdoul Mbaye, en réalité, il a un problème préalable qu'il doit régler. Lequel? Abdoul Mbaye a un problème de positionnement sociologique, socioculturel sur la scène, dans l'opinion, dans l'imaginaire sénégalais. Abdoul Mbaye, c'est quelqu'un qui est allé, par exemple, chez nous en banlieue, quand il est Premier ministre, avec des chaussures, pour aller voir les inondations, il s'est trompé de tenue et de chaussures. Parce que Abdoul Mbaye, c'est un peu la bourgeoisie dakaroise. La vieille bourgeoisie dakaroise, relativement assez détachée du Sénégalais lambda de banlieue, très détaché du Sénégalais lambda du Jolof, de Kër Gu Mag, Diourbel, etc. C'est assez un peu au perché. Pourtant, maintenant, il doit faire ses humanités. Il doit apprendre à arriver à être à hauteur d'homme. Du Sénégalais lambda, de la dame de Kër Gu Mag de Diourbel. Il faut que Abdoul Mbaye puisse parler à cette femme. D'accord? Mais malheureusement, l'échéance là est trop courte. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous regardez sa campagne, sa communication, comment. Là où je voulais en venir. C'est ce qu'il veut régler. On le sent très proche des populations, des masses en bus. Avec les enfants. Parce que les gens lui ont conseillé de déconstruire l'image du bourgeois. Mais c'est un peu c'est fait maladroitement. Ces équipes de communication sont trompées un peu sur le timing et sur le format voilà, aller donner du pain dans la rue, donner du café ou saluer les gens dans le bus, s'asseoir dans le bus, diriger une prière l'autre jour au Parcelles Assainies. C'est pas mal en soi. Mais c'est téléphoné, ce qu'on appelle en communication, c'est téléphoné. C'est-à-dire que c'est pas naturel. Les gens ne le perçoivent pas comme naturel. Ils sont donc braqués et c'est l'effet contraire que ça fait. Donc Abdoul Mbaye, il doit d'abord régler un problème d'image avant peut-être de pouvoir avoir sa véritable place dans l'échiquier politique. Ok, pour rester sur cette campagne électorale, on sentait l'accalmie de la violence les 5 premiers jours. Mais subitement, tout a basculé comme un château de cartes. Comment analysez-vous cette violence qui est encore présente dans l'échiquier politique sénégalais? Bon, mais Abdoulaye, les gens oublient que la société sénégalaise, la société politique sénégalaise a été toujours violente. Si vous avez souvenance, depuis bien avant Lamine Gueye Senghor, depuis Mathusalem au Sénégal, la confrontation politique a été toujours violente. Autant par exemple, quand Abdoulaye Wade était fort dans l'opposition, en face du pouvoir très fort du PS, de Senghor et de Abdou Diouf après. Mais vous vous souvenez des brigades, comment on les appelait, les brigades de vigilance au Parti socialiste, à le siège de Colobane. Ils étaient en tenue, avec des trucs de baseball, de trucs, mais attendez, mais c'était sanglant. La mort on a eu des morts d'hommes célèbres quand même, du fait de la politique. Demba Diop, Maître Sey, mais il y en a au moins, mais quand même beaucoup de Sénégalais sont tombés du fait justement de la violence politique, électorale. Maintenant, cette année, la différence, c'est que cette année, entre-temps, la société sénégalaise, au-delà même de la politique, est devenue extrêmement violente. Extrêmement violente.
Donc, cette violence latente de la société sénégalaise s'est exacerbée du fait que, malheureusement, les autres pans, par exemple, la jeunesse sénégalaise est devenue encore plus violente. Et l'un dans l'autre, vous retrouvez dans un système qui a été construit depuis Wade, un système de tout sécuritaire de gros bras, ce qu'on appelle les nervis. Les nervis, c'est une nouvelle race de gens sortis un peu des flancs des écuries, qu'on recrute, qui sont dans les salles de sport, à qui on apprend, par exemple, la salle de Sandiéry Diop, qui gérait la sécurité de Idi, qui s'est spécialisé dans ça, le neveu de Wade, comment il s'appelle, Lamine Faye, et c'est ça. Donc, il y a des jeunes Sénégalais qu'on a formés, qui sont nombreux maintenant, qui sont peut-être 1 millier. Maintenant, en temps d'élection, ce sont ces nervis-là, ces gros bras, que chacun recrute. Et cette violence, est-ce normal dans une société où l'on vote depuis 1800? Ah non, ce n'est pas normal. Mais que doit-on faire? C'est une honte pour le Sénégal. Que doit-on faire pour l'éradiquer? Mais c'est une honte. Est-ce qu'on a besoin, je vous pose la question, mais est-ce qu'on a besoin, pour faire une caravane dans un quartier, ou tenir un meeting ou un rassemblement, on a besoin de se clasher pour faire passer des messages? Mais attends, mais on n'en a pas besoin. C'est pas le Sénégal de 2017 qui mérite ça. Le Sénégal, normalement, on est la risée du monde depuis quelques jours. Cette campagne-là nous a fait un grand préjudice sur l'image du Sénégal à l'extérieur. Parce qu'on a vu la violence politique, comment elle a été traitée par les médias internationaux. Et les réseaux sociaux, les images difficiles d'un Youssou Ndour qu'on extirpe de sa 4x4, comme tu vois, ça a fait le tour du monde. C'est pas glorieux, ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Il faut qu'ils sachent raison garder. Ce pays aussi ne leur appartient pas. Ce pays mérite un traitement un peu plus civilisé de joute électorale. On n'a pas besoin de recruter des gros bras avec des sabres, des revolvers, des fusils. On n'en a pas besoin. Et la bataille d'idées qui doit être le contraire de cette violence, est-ce qu'elle a sa place dans notre société politique? Nos populations, elles sont perceptibles à... C'est une question difficile. Si on analyse cette élection-là, on se rend compte que, mais attends, il y a une confusion incroyable sur les messages. C'est-à-dire l'opinion, les Sénégalais n'entendent pas. C'est-à-dire, apparemment, ils ne perçoivent pas. Ils ne perçoivent pas le côté message. Parce que du fait, justement, ils ont choisi peut-être de faire des caravanes, de faire beaucoup de bruit. Le côté un peu folklorique a pris le pas sur le message ou sa clarté. Je suis d'accord. Oui. Donc, le choix qu'ils ont fait aussi est un choix qui n'est pas opérant, qui n'est pas opérationnel. Il n'est pas. Et pour revenir sur l'implication du président Abdoulaye Wade, comment jugez-vous son implication? À 91 ans, Wade nous est revenu tout frais, entre guillemets, de la France. Il s'implique de jour en jour. La semaine, il n'a que 2 jours de repos. Comment analysez-vous cette implication du président Abdoulaye Wade dans cette campagne qui ne le concerne pas directement? Bon, moi, je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux, franchement. Que le Sénégal soit aussi la risée du monde du fait d'une implication physique de président Wade. Maintenant, qu'est-ce qui l'a poussé à aller à cette solution extrême? C'est une question aussi. Est-ce qu'il avait le choix de ne pas venir, Abdoulaye Wade? Est-ce qu'on l'a mis dans une situation où il n'avait pas le choix? Parce que le PDS ne lui a pas laissé le choix. Mais le fait que aussi le pouvoir, en le combattant d'une façon très féroce, à travers son fils, etc., sa famille, est-ce qu'ils ne lui ont pas donné, malheureusement, la seule issue pour lui, le seul dernier combat à mener? C'est de participer. Exactement. Et c'est quand même comme c'est un homme de combat et de défi, il s'est dit, bon, il va peut-être mourir les armes à la main, mais il va aller au front. Bon, ça c'est un angle d'analyse, mais l'autre angle, c'est le versant. Tout ça, comment c'est perçu? C'est malheureux. Ok, c'est malheureux. En face de lui, il a un répondant à la personne du président Macky Sall qui n'est pas directement impliqué sur le processus, sur la campagne électorale, mais par moment, on sait sa personne. Est-ce normal
pour le président de la République qu'il est? Moi, je suis étonné que les gens se posent cette question. Et qu'ils soient surpris qu'un président de la République qui défend une majorité parlementaire ne s'implique pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourtant, vous savez pourquoi? Pourtant, cette élection... Non. C'est justement ça l'erreur qu'on commet. Parce que c'est quoi le régime sénégalais? Le régime politique sénégalais. C'est un régime présidentiel. Ce n'est pas un régime parlementaire. Pour arriver à la situation que vous voulez, que vous évoquez là, il faut qu'on change de régime. Tant qu'on ne change pas le régime sénégalais, qui concentre pratiquement tous les pouvoirs autour du président de la République, il n'a pas le choix, quand il y a des élections à la députation, de ne pas s'impliquer. Il n'a pas le choix. En fait, les Sénégalais, dans le choix de leur constitution, on ne lui a pas donné aussi le choix de ne pas s'impliquer. Maintenant, jusqu'où il doit s'impliquer? C'est à ce niveau peut-être qu'on peut débattre. Est-ce qu'on doit le mettre sur des affiches? Est-ce qu'il doit descendre sur le terrain? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais il ne peut pas ne pas s'impliquer. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est utopique. C'est utopique. D'accord. Voilà. Okay. Il n'a pas le choix. Venons-en au processus même électoral de cette élection. Comment appréciez-vous les premiers éléments d'appréciation? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous allons aux élections législatives avec beaucoup de Sénégalais qui ne seront pas enrôlés. Le débat se pose-t-il réellement? Non, je pense que c'est un problème réel quand même, que les gens se posent. Malheureusement, on s'est pris à la sénégalaise sur ces questions logistiques et d'organisation. Mais ça, c'est notre culture. On ne planifie pas à temps. On ne planifie pas à temps. Et on se fait rattraper toujours par le temps. Malheureusement. Ça, c'est sénégalais. C'est valable, vous voyez, c'est valable au niveau des autorités que des niveaux citoyens. C'est une culture. C'est une culture en nous, hein, c'est valable pour moi, pour vous, pour tout le monde. On ne planifie pas à temps. Donc, le fait qu'on ait négligé la planification et la gestion du processus, par exemple, de fabrication, de production des cartes biométriques, CEDEAO, ça nous a rattrapés. Aujourd'hui, c'est le contentieux numéro 1. Et matériellement, et quand on dit matériellement, on parle logistique. Là, c'est la question logistique. Le Sénégalais n'a pas une culture logistique. Il n'organise pas la logistique en amont. Au moment où on parle, où cette émission est diffusée, les Dakarois chacun rue vers un centre de vote pour essayer de retrouver sa carte. Quand même, on est à une semaine des élections. Donc, l'un dans l'autre, en fait, c'est une culture de manque de planification. Maintenant, sur le processus lui-même, en dehors des aspects matériels, si vous permettez, c'est qu'on a rompu le consensus historique sur le processus électoral. C'était le consensus de 1992. Mais exactement, on l'a rompu. Et moi, la question que je me suis posée, mais pourquoi mes amis de l'APR, la coalition, de la majorité présidentielle, ne sont pas battus pour quand même qu'on garde ce consensus. C'est la grande force de la démocratie sénégalaise en matière d'élection. C'est le consensus sur le fichier électoral, sur les élections, le processus. Ça, on l'a toujours réussi et ça nous a toujours fait des envieux à travers l'Afrique. On a toujours réussi nos élections parce qu'il y a, au moment où on parle, il y a des spécialistes d'élections qu'on mettait ensemble avec les acteurs politiques. On trouvait un consensus, on rédigeait les choses ensemble, on sortait de la salle du ministère de l'Intérieur et on mettait sur la table du gouvernement le président qui faisait passer, etc. Donc, mais ça, on l'a rompu cette fois-ci. C'est dommage quoi, de part et d'autre. Pour moi, les responsabilités sont partagées. Le pouvoir a tort, mais l'opposition aussi, en se radicalisant aussi, elle a tort. Ok. Selon vous, qu'adviendrait-il si au soir du 30 juillet, les résultats déjà divisés, bon nombre de Sénégalais sont laissés en rade pour cause qu'ils ne détenaient pas leur carte d'identité? Oui, je pense que la plus grosse inquiétude, c'est le taux de participation. Je pense que chaque Sénégalais qui a envie que la démocratie sénégalaise reste à son standard, à son niveau, au niveau mondial, etc., doit
doit s'inquiéter du risque de participation, faiblesse du taux de participation, du fait d'abord de ces problèmes de carte, disponibilité, mais deuxième chose, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quel est l'impact que les 47 listes ont tamponné dans la tête des Sénégalais ces semaines-là, ces semaines de campagne? Est-ce que ce que les Wolofs disent, est-ce que dina jaral Sénégalais yi ñu dem voter ji? Je pense qu'on risque, en dehors de ceux qui ont des problèmes de carte, on risque d'avoir une bonne catégorie de Sénégalais qui vont dire, bon, le dimanche, ils préfèrent, parce que vraiment, Djarouko, ni accès. Bon, je ne pense pas que cette campagne soit une campagne de qualité. Pour allumer des lampes dans la tête des citoyens sénégalais, pour les amener, justement, pour leur donner une motivation pour se réveiller tôt le 30 juillet et aller voter. Et bon, et troisième chose, je pense que ces questions de violence, tout ça, on peut rendre compte. Et historiquement, les élections législatives ont eu toujours un faible taux de participation. Mais il faut tout de même avouer que pour la faiblesse du taux de participation, il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Celui qui détient sa carte et ne veut pas participer. Mais l'autre facteur, non moins important, celui qui ne parvient pas à mettre la main sur sa carte. C'est une autre chose. Absolument. Pour ce deuxième cas de figure, quelle sera la crédibilité même de ces élections législatives? Oui, moi je pense que là, le ministère de l'Intérieur, la direction des élections, a une semaine pour relever ce défi. Une semaine. Ils ont une semaine. Et une semaine, c'est beaucoup. On peut beaucoup faire. Il reste peut-être moins d'1 million de Sénégalais qui n'ont pas leur carte. Mais il ne faut pas oublier aussi que les 6 millions et quelques, près de 7 millions qui sont inscrits, qui ont accès à la nouvelle carte biométrique, tous ne vont pas voter. Ça aussi, c'est une vue de l'esprit. Et ce sera considéré malheureusement comme le nouveau fichier électoral. Exactement. Alors que ce n'est pas juste dans la réalité, c'est des cartes d'identité, d'identification. Il y a des gens, ce qui les intéresse, c'est le côté carte d'identité, mais pas carte électeur. Et la gratuité. Exactement. Également. Parce que passer ce moment d'inscription, la carte sera payante. Exactement. Donc, il ne faut pas se tromper sur les chiffres qui seront relativement bas au soir dans une semaine, au soir du 30 juillet, sur le nombre entre le nombre d'inscrits, à la limite théoriquement, et le nombre qui a voté. Parce que du fait des questions logistiques, peut-être que le ministère de l'Intérieur arrivera quand même à atténuer cette semaine-là, cette semaine qui vient, vraiment la distribution des cartes d'électeurs. Ça, vraiment, c'est le défi numéro 1 en ce moment. L'autre défi, qu'ils anticipent sur ce que l'opposition est en train de dire, il y a des bureaux fictifs qu'ils vont mettre, des abris provisoires. Tout ça doit être réglé avant dimanche prochain. Qu'on éclaircisse les Sénégalais, qu'on dise, qu'on publie la carte électorale pour que nul n'en ignore. On saura que dans l'école 6 de Parcelles, à l'unité 6, c'est vrai que ñëpp xajuñu ci bureau de vote, on a cherché à côté, on a mis 3 tentes, on a mis 3 bureaux. Tu vois, quand l'information sort, c'est plus simple. Mais quand on ne sort pas, que les gens voient des tentes qui sont mises là-bas, ils vont penser que c'est des bureaux fictifs. Donc il y a un problème de communication aussi qu'il faut déplorer sur la gestion du processus électoral. Le ministère de l'Intérieur, je pense qu'il a un peu péché sur la communication, sur le fichier électoral, sur la gestion même du processus. Les Sénégalais ont besoin juste de savoir, d'être informés. Et puis c'est le droit. Le droit à l'information, les gens l'oublient. C'est un droit fondamental. Et c'est un ministre de l'Intérieur qui ne fait pas également le consensus. Parce que bon nombre de partis de l'opposition ont toujours critiqué sa gestion même de la chose. Parce qu'à un certain moment, l'opposition dit qu'il est juge et parti. Comment analyser? Oui, mais bon, parce que le Sénégal est arrivé à un point d'organisation d'élections que peu importe celui qui est au ministère de l'Intérieur, il peut en rien frauder ou faire frauder des élections. Donc selon vous, ça c'est un fini. non-événement? Non, c'est un non-événement. Pour moi, Abdoulaye Daouda Diallo, peu importe si c'était un général ou lui-même, pour moi c'est pareil. Parce que c'est en fait, le Sénégal a réussi des verrouillages quand même.
des niveaux de verrouillage. Le Sénégal a réussi, par exemple, cette prouesse de verrouiller, quoi qu'il arrive. Le jour du vote. Non, attends. Tu peux rien faire. Il n'y a aucune autorité au Sénégal qui peut dire qu'on peut voler des élections maintenant au Sénégal. C'est pas possible. Donc, bon, c'est des querelles de politiciens. C'est normal aussi que l'opposition un peu tire sur la corde. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre aussi. Okay. La présence sur les listes électorales de gros bonnets du gouvernement actuel, qu'est-ce que cela vous inspire? On a Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, Augustin Tine, ministre des Forces armées, Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Amadou Ba, ministre des Finances. Qu'est-ce que cela vous fait? Je ne pense pas que ça soit une bonne chose que tout le gouvernement soit dans des joutes électorales. Je ne le pense vraiment pas. Je pense que c'est pas une bonne... C'est pas sain. C'est pas sain pour un pays qui a besoin justement d'émerger. C'est un peu contradictoire d'ailleurs. Vous voyez, 3 semaines. 3 semaines quand même. Les gens, ils sont où? Ils sont sur le terrain en train de faire des caravanes et des trucs. Ils ne sont pas dans leur bureau. Ça, je pense que le Sénégal doit le dépasser. On n'a pas besoin d'investir tout le gouvernement dans des listes électorales. Non. Et ça, moi, je pense que c'est une faiblesse quand même. Et cela investi, à coup sûr, ils ne vont pas être députés. Ils vont laisser leur place à leur suppléant s'ils gagnaient. Donc leur implication peut être considérée comme un appât pour l'électorat. Oui, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a un autre enjeu c'est que le chef de l'État, qui est très politique, Macky Sall, il est très, très, très pointu en politique, contrairement à ce que les gens pensent. Il est très fort. C'est un élève de maître. Voilà, exactement. Il est très pointu sur ces questions. Ce qu'il fait, mais il met ces gens en compétition et il leur met la pression comme quoi que qui perd dans son fief, je le vire. Donc c'est un peu pour juger leur popularité. Exactement. Et de se garantir lui-même une majorité, en réalité. En 2019, vous dites. Non, voilà, une majorité parlementaire, au moins dans un premier temps. En amont et en aval. Pour se sécuriser lui-même, sécuriser son régime. C'est intelligent politiquement. Mais quels sont les dégâts sur l'État, sur l'administration? Ça, on ne l'a pas mesuré. Okay. L'actualité également sur Éclairage, le magazine de la rédaction de Al-Mouridiyyah, c'est entre guillemets, si on peut le dire, drame du week-end dernier au stade Demba Diop. Michel Sow, à voir ces images, qu'est-ce que cela vous fait? La violence n'a pas atteint son paroxysme selon vous? Oui, c'est pas heureux. Moi, je pense que c'est une honte. C'est une honte. Tout Sénégalais devait s'arrêter un moment et se pincer un peu. Nous tous, moi, vous, Ablaye, tout le monde, nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Parce que ce pays, les ressorts se sont cassés un à un. Vous voyez, ce qui s'est passé sur les gradins du stade Demba Diop l'autre semaine, en fait, c'est l'aboutissement d'un processus devant lequel tout le monde a croisé les bras. Personne, que ce soit autorité, leader religieux, société civile, citoyen simple ou leader mouvement associatif, personne n'a levé le petit doigt. Vous savez, c'est parti de quand? Les premiers ressorts qui sont cassés, qui ont donné un truc à ce phénomène-là, quand Tyson, Mohamed Ndao, icône de la jeunesse, de cette jeunesse-là qui se retrouve les dimanches autour de la lutte ou du sport en tout cas, endorse un drapeau américain et sort quelque chose de terrifiant. Un concept sur lequel on a formaté cette génération de Mohamed Ndao. C'est le Boulfalé. Boulfalé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est péjoratif. Qu'est-ce que ça veut dire Boulfalé? Sur le plan du symbolique, culturellement, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier ressort, il est cassé. Il y a eu d'autres ressorts aussi. On a eu qui ont donné l'histoire du Diola, notre indiscipline mondialement connue, notre laxisme connu, reconnu, mais après des gens sont connus, I don't care, des phénomènes, les masses médias sont venus enlever le dernier pan de résistance. Et on a déconstruit
et construit un nouveau type de Sénégalais différent de celui de Y'en a marre peut-être, mais un nouveau type de Sénégalais qui se retrouve le dimanche dans les gradins. Et ce jeune-là, le jeune par exemple Fall qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est qui Bara? Mais Bara est le produit de cette société. Sur les plateaux de télévision, quand on a sama combat bitaille, c'est Ablaye Diaye, c'est... Attends, on a déconstruit, on a créé une société où les médias ont construit ce jeune Sénégalais pour l'argent facile, du sambambayanisme, du battre, du extra, Donc ces ressorts-là se sont cassés et on a construit un monstre qui est dans toutes nos familles. Chez vous, chez moi, chez tout le monde, il y a des monstres. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est des monstres. Pourtant, des références. Mais c'est ça le grand paradoxe du Sénégal, parce que autant on est dans les Kassaïd, dans le Zikr, on est l'un des pays les plus profondément religieux, spirituels sur cette planète-là, mais autant on est dans le pays qui a vendangé son patrimoine, qui est en train de le vendanger. Mais est-ce que personne, est-ce que Touba, Tivaouane, Ndiassane, Yoff ou Thiénaba, est-ce que les gens, est-ce qu'au niveau leadership religieux, on a réfléchi à ces phénomènes et les mettre sur la table? Et non seulement les mettre sur la table, mais surtout mettre la société devant le miroir et essayer d'aider pour que ça... Est-ce qu'on peut laisser des Bara Fall continuer à être double victime ou même victime de cette désocialisation qui a commencé depuis plus de 20 ans, qui a donné à tous ces phénomènes? Mais vous marchez dans la rue, vous conduisez dans la rue, vous voyez le Sénégalais, qui il est maintenant? C'est un être presque en errance psychologiquement. Il est réveillé par des matinales de télévision qui le saoulent, qui lui donnent un peu le truc à la facilité, du sambambayanisme à tout va jusqu'à 11h. Après, c'est des leçons de morale tirées sur les cheveux, des oustas qui sont plus dans la séduction de grandes dames, mais un islam même dévoyé. Donc lui, il est au milieu de tout ça, et l'après-midi, il est pris en charge par des trucs, ne dort pas, l'autre, je ne sais plus, des concours de, je ne sais plus de quoi. Exactement, l'un dans l'autre. Et l'agenda international qui arrive chez nous sans qu'on dise un mot aussi, sur des questions de société comme l'homosexualité qu'on a fait banaliser, comme ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça fait que le jeune Bara Fall qui se retrouve samedi sur les gradins de Demba Diop, il est le produit de tout ça. Et ça surprend les gens. Et puis l'autre chose, le match Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était pareil. Moi, à l'époque, j'avais rédigé un petit édito pour amenter quand même. Attention, parce que les jeunes, qui sont-ils? Les jeunes qui sont sur les gradins, qui allument. Qui sont-ils? Mais personne ne s'est posé la question pour creuser qui sont-ils. Pourquoi on est arrivé à cela? C'est le pourquoi qu'il faut régler. C'est le pourquoi. Il n'est pas réglé. Tant qu'on ne le règle pas, on connaîtra d'autres, malheureusement. Ne pensez-vous pas que ce que nous sommes en train de vivre ne résulte pas de l'indiscipline grandissante depuis quelques années, quelques décennies même, j'allais dire? Même là, je dis que mais une société ne peut pas se construire dans l'indiscipline et le laxisme. Le culte, par exemple, si vous prenez tant qu'on y est, on est sur un plateau mouride. Le culte du travail, qui a été sanctuarisé par moi je ne suis pas mouride, par Cheikh Ahmadou Bamba. Le culte du travail. Attention, ce socle-là pouvait édifier une vraie société sénégalaise adossée au culte du travail. Bien sûr. Et si on était adossé à ce culte du travail de Seigne Touba, vous pensez qu'on parle d'émergence en 2017? Non, on serait comme la Malaisie, comme la Corée du Sud, aujourd'hui, comme Singapour. Parce que le culte du travail signifie quelque chose, c'est une posture, c'est une culture, c'est une mentalité. C'est un savoir-être et un savoir-vivre aussi. Donc pour vous, moi je pense que c'est là où aujourd'hui aussi les religieux sont interrogés. Les religieux doivent aujourd'hui, je pense,
essaient de prendre le responsable et de ne pas se laisser happer par l'arène politique forcément. Mais ils ont des réponses qui peuvent sauver ce pays. Donc pour vous, on a raté le tournant qui est On est en train, l'éducation et la formation. Absolument, exactement. Absolument. Et quand je dis le culte du travail, le jëf jël, Mouride, j'ai donné juste un exemple. Hein. Il y en a d'autres quand même. Mais attends, si vous entrez, c'est vrai, dans les écrits mourides ou les gens qui sont penchés sur la doctrine mouride, vous verrez que, mais cela était, je pense, une avancée que le Sénégal avait sur le reste de la planète, mais on ne l'a pas utilisée. Qui vient à la bibliothèque chez vous, faire des recherches, par exemple, dire moi je veux travailler et éclairer la société sénégalaise sur le culte du travail chez le mouride, dans la doctrine mouride de Cheikh Ahmadou Bamba. Ensuite, essayer de l'amplifier et d'en faire comme Cheikh Anta avait fait sur la négritude. Personne, peut-être c'est des Toubabs qui le font. Voilà, ou des Japonais, ou je ne sais pas qui, mais pas nous. Donc, sans le socle éducation, donc qui reflète une mentalité, qui est reflétée par une mentalité, donc une posture mentale vis-à-vis du développement. Parce que le développement, il est mental. C'est une question de mentalité. Hein? Et nous, on a une mentalité qui est en porte-à-faux justement avec le développement, alors qu'on a des instruments qui peuvent nous amener vers ça. Des instruments d'éducation, comme vous avez dit. Monsieur Adama Sow, journaliste, on a épuisé les 3/4 d'heure qui nous a été impartis pour un peu revenir sur l'actualité. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui suivent Al Mouridiyyah. Pour moi, c'est un double plaisir d'être sur votre plateau, Abdoulaye. Je vous remercie vraiment de m'inviter, surtout que je suis de très très près depuis la naissance de cette télévision qui a révolutionné quand même l'espace audiovisuel. Franchement, parce que vous avez eu une audace incroyable. À l'époque, quand moi j'étais au ministère de la Communication, quand votre dossier est arrivé, par IPTV, c'était comme Galilée, disons. Quand vous êtes trop en avance, les gens ne se comprennent pas. Mais vous avez ouvert une véritable révolution sur l'espace médiatique sénégalais. Et ça, c'est très important. C'est à votre honneur. Je pense qu'il faut garder ce leadership-là, aller oser encore, innover. Et je remercie, j'en profite pour saluer Atou et tout le mouvement Hizbou. Vraiment vous féliciter pour le travail remarquable de torche. Vous êtes une torche dans l'obscurité, dans un tunnel d'obscurité. C'est très important de garder ce leadership. Soyez toujours la torche qui éclaire. Voilà, pour moi, Mouridiyyah, c'est la torche qui éclaire. Merci beaucoup, voilà. M. Adama Sow, pour ces compliments. Chers téléspectateurs, c'était tout pour Éclairage. Éclairage aujourd'hui qui recevait le journaliste Adama Sow. Bonne fin d'après-midi en compagnie des programmes de Al Mouridiyyah. Ne zappez surtout pas, la rédaction revient à 18h30 pour la grande édition en Wolof et à 20h en français. Au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez, bonne fin d'après-midi.